Donc, il copie, il fait exactement la même chose que ce que faisaient les colonialistes, les colons. Donc, il prend un frère, un d'entre nous, pour terminer la mission qu'il a commencée. Je dis et je le répète, je n'ai pas de langue de bois. Et je le répéterai même plus de 1000 fois. Que Kabila est venu dans ce pays avec une mission de balkaniser les Congos. Il est venu avec une mission de fragiliser ce pays. Et je vais vous le démontrer. Je termine par vous poser la question. Posez-vous la question. Pourquoi M. Robert Roy, ça fait des années et des années, il est toujours ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle? Je prends encore à témoin Lissanga ici. Quand nous étions au dialogue de la Cinco, ils sont venus, son groupe voulait prendre ces ministères. J'ai dit non. Avec Moubake, on s'est interposé pour dire non, comme nous sommes interposés aussi pour les groupes des Bahati qui voulaient prendre le ministère de l'économie. On a dit non, vous ne prenez pas ça. Pourquoi toujours vous? Pourquoi toujours Robert Roy? Mais le problème, c'est que, je vous dis, je cite les noms, parce que je ne veux pas de langue de bois. Je cite les noms pour que vous puissiez, vous, après, approfondir. C'est Kabila, dans l'évolution de la balkanisation, sur l'échelle de 100, il avait déjà fait 55. Félix Tshisekedi, l'année qu'il a, cette année qui vient de passer, il a fait 15. Donc nous sommes déjà à 70% sur l'échelle de 100, les balkanisations. Si vous avez suivi mon adresse à la nation le 30 décembre, je dis que c'est une balkanisation par étapes. On va d'abord faire une balkanisation économique et puis la balkanisation physique. Prenez la balkanisation comme vous voulez. Prenez le mot. Sur les gens qui aiment la sémantique, prenez le mot comme vous voulez. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à Goma. Ils commercent beaucoup plus avec le Rwanda. Le pétrole vient de Mombasa, ça traverse. Vous avez tous ces gens-là. Moi, j'ai été à Goma plusieurs fois. Et ils commercent, ils discutent. On veut isoler toute cette région-là avec Kinshasa pour que les gens se disent, mais pourquoi nous devons toujours dépendre de Kinshasa? Pendant ce temps-là, on peuple les contrées de là. Dans mon adresse, le 30 décembre, j'ai fustigé les comportements que j'ai qualifiés d'irresponsables de l'élite congolaise. Et vous êtes aussi l'élite congolaise. L'élite congolaise qui se cantonne dans des zones de confort. Dans des zones de confort, au lieu de dire ce qui se passe, de dire la vérité, et de prendre le problème des sociétés, surtout le problème qui concerne notre pays, on se cantonne dans des commérages, dans des discussions inutiles. On se lance là où les gens veulent que nous puissions aller pour qu'on soit distrait, qu'on soit distant des vrais problèmes du Congo. Donc, la conférence de presse d'aujourd'hui, nous l'avons intitulée, ou je l'ai intitulée. Regardez le titre qui est là. La RDC contre le projet de balkanisation et d'implosion. Le titre ne vient pas de moi. Le titre vient du professeur Théophile Obenga, que vous connaissez certainement. Théophile Obenga, c'est l'héritier de Cheikh Anta Diop. Ce titre-là est sorti comment? Ce titre est sorti de ce titre ici, un autre titre, de l'ICREDES.
Le titre de ces livres, c'est La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion. Et le professeur Théophile Obenga, qui devait baptiser ces livres, a dit qu'il se permettait, lui, de corriger les titres. Et il a imaginé ces titres que nous avons récupérés à notre compte. Ces livres est écrit sous la direction de deux professeurs, le professeur Kankwenda Mbaya et Mukoka Senda. Certains d'entre vous étaient là à l'hôtel Sultani quand on a baptisé les livres, depuis 2013. 2013. Et on a parlé aussi. Et pour vous dire qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé de ces projets de balkanisation de notre pays avant, j'aimerais qu'on regarde quelques éléments de vidéo, 3-4 éléments très courts, et comme ça, nous allons reprendre la discussion après. Le problème, à poser la question, en ce moment-là, personne ne l'a suivi. Il en a payé de sa vie. Et après est arrivé Kengo Wadondo. Kengo Wadondo en a parlé. Kengo Wadondo en a parlé, mais moi j'ai discuté moi-même avec Kengo et Kamanda en ce moment-là. J'étais en expatriation, je suis revenu, et quand l'AFDEL faisait la marche, et j'ai discuté avec les deux. Kengo, Premier ministre, Kamanda Wakamanda, vice-premier ministre. Et il dit dans cet élément-là que nous étions prêts. Il y a eu des résolutions des Nations Unies qui ont demandé à ce que on fasse tout pour que les Hutus rwandais qui étaient entrés ici, qu'on les rapatrie chez eux. Mais il y avait une pression telle sur le président Mobutu, le président de l'époque, qu'on ne pouvait pas. Et j'ai vu Kengo et Kamanda presque pleurer. Et Mobutu leur a dit que non, on m'a imposé. Fatigué qu'il était, il ne pouvait plus rien faire. Et dans cet élément, et j'aimerais, vous les journalistes, si vous pouvez voir le président Kengo, pour qu'il nous dise, parce qu'il dit à la fin, il sait ce qui s'est passé, il sait le pourquoi, mais il ne le dira pas maintenant, donc à ce moment, et qu'il le dira un jour. Il faut qu'il le dise, pour que nous soyons édifiés de ce qui s'est passé exactement. Autre élément, après cet élément, s'il vous plaît, après cet élément, voilà, après cet élément, ça c'est un élément où je suis à Paris, en avril 2011, où j'évoque cette affaire de balkanisation. J'évoque cette affaire de peuplement de nos territoires par des gens qui viennent d'ailleurs et à dessein pour qu'un jour on puisse organiser un référendum d'autodétermination. On peuple les contrées, et puis il y a des populations, notamment rwandaises, qui deviennent majoritaires, et puis on demande à ces peuples un référendum d'autodétermination. J'évoque ça ici, nous sommes en avril 2011 à Paris. Si ceux qui ont suivi l'élaboration de la Constitution qui a été soumise au référendum en décembre 2005, dans certains articles, moi j'étais pour l'élection du gouverneur ou des gouverneurs au suffrage universel. Nous avons contacté beaucoup de gens pour dire, mais c'est un monsieur ou une dame important ou importante et qui va gérer une province, faisons
comme on fait ailleurs, il faut que ce soit le peuple qui puisse élire. Ça m'a été rétorqué en disant que non, c'est très dangereux. Si un gouverneur a beaucoup de pouvoir, déjà que la Constitution va, lui conférer, mais si en plus de ça, il a une légitimité qui vient directement du peuple, un jour, il peut décider, on pensait à ces provinces limitrophes de Sud Kivu, Nord Kivu, Kilituri en devenir et d'autres, Tanganyika, et qu'il pouvait poser la question si la population lui demandait d'organiser un référendum d'autodétermination, et il avait suffisamment de pouvoir et d'autorité et surtout de légitimité pour le faire. C'est comme ça que moi, personnellement, j'ai dit ok, que le gouverneur soit élu au second degré, et c'était satisfaisant. Vous comprenez que ça, la discussion date déjà de longtemps. Après cet élément, ça, nous sommes à l'Assemblée nationale. Ma présence à l'Assemblée nationale pour la législature 2011-2016 était motivée par deux choses. La première, que avec les amis, qu'on empêche M. Kabila de changer ou de réviser la Constitution. Et la deuxième, essayer de voir comment contrer cette affaire de l'Est de la République, ces assauts, comment les contrer. Et le président Lisanga Bonganga est là avec moi. Nous avons conduit, et c'était d'ailleurs lui qui était le président de notre mouvement à l'époque, les FAC, Forces Acquises au Changement. Nous avons conduit une mission auprès du président Tshisekedi. Quand nous étions en Europe, parce que nous étions partis en Europe avec d'autres amis, y compris Félix Tshisekedi, nous sommes partis pour réclamer la vérité des urnes. Parce que la vérité des urnes, des fois, vous pensez que c'est une invention de Fayoulou. Nous étions partis en décembre 2011 à Paris, à Bruxelles et à Londres, et nous avons vu des gens, des gouvernements pour la vérité des choses. Pendant que nous étions là, on a annoncé les résultats des législatives aussi. Quand on a annoncé, le président Tshisekedi a dit qu'il annulait ces élections-là. Et nous sommes venus. Moi-même, je suis parti les voir. Je dis, président, arrêtez. Nous faisons une réunion et puis on viendra vous voir. Et nous sommes partis le voir. Il a dit il dit ceci, Martin, comment moralement vous pouvez entrer à l'Assemblée nationale et sachant que plus de la moitié de messieurs et dames qui sont là ont été nommés. Nous lui avons dit, président, vous avez totalement raison. Mais vous continuez à rester dehors, parce que c'est ça, vous ne pouvez pas. Mais nous entrons pour empêcher Kabila de réviser la Constitution, pour empêcher Kabila d'accélérer la balkanisation du pays. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes entrés. Et nous sommes entrés pour ça. Et Dieu merci, nous avons empêché Kabila de changer ou de réviser la Constitution. Et aujourd'hui, nous voulons l'empêcher de balkaniser le pays. Mais Kabila est tellement malin avec ses stratèges, parce qu'il n'est pas seul, il a des stratèges qui sont eux ici et ailleurs. Ils ont trouvé, comme Mobutu disait, vous êtes beaucoup plus jeunes que moi ici, mais ceux d'entre vous qui peuvent se rappeler Tango Makamomoya Kandongo, colonialiste bazali kosala ndenge nini. Donc, il copie, il fait exactement la même chose que ce que faisaient les colonialistes, les colons. Donc il prend un frère, un d'entre nous, pour terminer la mission qu'il a commencée. J'ai dit et je le répète, je n'ai pas de langue de bois. Et je le répéterai même plus de 1000 fois. Que Kabila est venu dans ce pays avec une mission de balkaniser les colons. Il est venu avec une mission de fragiliser ces pays. Et je vais vous le démontrer. Donc, nous sommes dit, on va l'empêcher. On l'a empêché.
Mais quand on l'a empêché, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, j'ai un d'entre eux, il a pris Tshisekedi. Il ne voulait pas prendre Tshisekedi. Il voulait à tout prix que M. Ramazani soit président. Et quand nous discutions avec la communauté internationale, pour la communauté internationale, la ligne rouge, c'était que Kabila ne se présente pas. Nous leur avons dit, y compris M. Félix Tshisekedi avec moi et les autres, nous leur avons dit, écoutez, messieurs, mesdames, la ligne rouge, ce n'est pas Kabila. La ligne rouge, c'est le système Kabila. Le système. Et voilà, il a continué avec son système. Il a pris Félix Tshisekedi pour continuer la mission. Si, et moi, ça c'est mon métrique à moi. Je fais des métriques. Et vous savez, c'est Kabila dans l'évolution de la balkanisation, sur l'échelle de 100, il avait déjà fait 55. Félix Tshisekedi, l'année qu'il a, cette année qui vient de passer, il a fait 15. Donc nous sommes déjà à 70% sur l'échelle de 100, les balkanisations. Vous comprenez, ça vient d'où? Ça commence comment? On vous dit 26 provinces. Les gens comme des moutons de panurge, 26 provinces parce que tel veut être conseiller municipal, tel veut être député provincial, tel veut être ceci, cela. Il n'y a pas, d'emploi au Congo et il faut que on puisse créer ce genre d'emploi pour que les gens se retrouvent. Mais les 26 provinces, c'était un piège. Les 26 provinces encore, quand les sénateurs de la transition étaient partis dans les districts, si le sénateur Mokolo était là, et on peut le dire, j'ai vu le sénateur Mokolo et Maître Kilima de Kisangani, qui étaient les bâtonniers à Kisangani. Et ils sont partis, ils ont travaillé, ils ont fait, ils m'ont montré les brouillons. Ils ont dit, voici les conclusions. Mais pour les 26 provinces, c'est un peu 50-50. Mais ce que nous allons faire, nous allons laisser ça au Parlement qui sera élu. Et ce Parlement élu devait continuer cette question pour voir si nous devons aller, comme a dit, dans la partition des 26 provinces. Précipitamment, Kabila, sachant ce qu'il voulait, et il a fait les 26 provinces. Est-ce qu'on peut me montrer la carte du Congo? Donc, vous avez maintenant, quand vous regardez l'Ituri, et de l'autre côté là-bas, on fragilise les gens. On parle de l'Inde ou de Emma. Oui, ça existait depuis longtemps, mais c'est encore l'instrumentalisation. On veut encore instrumentaliser les gens. À midi, on vient, on tue chez les Emma. Et à 18h, on dit les autres, les gars, vont tuer chez les Lendou, on dit que c'est la représailles. Or, non, c'est des gens qui instrumentalisent le peuple congolais. Vous regardez cette carte où nous pensons à ces projets de balkanisation. Si vous avez suivi mon adresse à la nation le 30 décembre, j'ai dit que c'est une balkanisation par étapes. On va d'abord faire une balkanisation économique et puis la balkanisation physique. Prenez la balkanisation comme vous voulez. Prenez le mot. Sur les gens qui aiment la sémantique, prenez les mots comme vous voulez. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à Goma. Ils commercent beaucoup plus avec le Rwanda. Le pétrole vient de Mombasa, ça traverse. Vous avez tous ces gens-là. Moi, j'ai été à Goma plusieurs fois. Et ils commercent, ils discutent. On veut isoler toute cette région-là avec Kinshasa pour que les gens se disent, mais pourquoi nous devons toujours dépendre de Kinshasa? Pendant ce temps-là, on peuple les contrées de là. Dans la région ici, si vous regardez la carte d'Afrique, vous les avez certainement dans vos têtes. Regardez du point de vue aviation, aéroport international. On parle maintenant de hub.
Nous avons 2, même 3 hubs. Quand vous prenez Nairobi, c'était un grand hub. Vous prenez Addis Abeba, c'est un grand hub. Lomé est en train de devenir un hub. Mais maintenant, on nous dit qu'on va construire un aéroport international de plus d'1 milliard de dollars à Kigali. Donc ça devient un hub. Mais ce hub-là, c'est pour quoi faire? Pour prendre quel passager? Ici, il y a plus de 40 millions d'habitants, là. OK? Si vous prenez ça. Donc là, les gens viennent ici et vous êtes isolés. Et vous avez un îlot, entre guillemets, de prospérité de l'autre côté. Et ici, vous avez la misère. Chers frères et sœurs, cette introduction, c'est pour que vous, les hommes et les femmes, comment dire, les journalistes de presse, vous puissiez faire votre analyse à vous. Moi, je crois à la théorie des cycles. Pour ceux qui ont étudié la théorie des cycles, il y a des cycles de Kondratiev. Je ne sais pas si vous connaissez. Kondratiev a dit qu'il y avait des cycles de 40 à 60, 65 ans. Et peut-être pour être plus sur Terre et banaliser ça, je crois, vous connaissez des séries. Quand j'étais étudiant, il y avait une série Dallas. OK? Et Dallas, mais une série a un début et une fin. Comme les cycles. Il y a eu des cycles avec la machine à vapeur. Ici, il y a eu des cycles de bourgeois. Maintenant, nous sommes dans le cycle technologique et tout ça. Mais si vous regardez bien, vous étudiez, vous allez voir que c'est respecté. Et je crois qu'aujourd'hui, le cycle est terminé. La série est terminée pour ces complots de balkanisation. Le président ghanéen, malheureusement, j'ai mis l'élément du président ghanéen. Le président ghanéen, avec qui j'ai animé une conférence à l'université de Harvard aux États-Unis au mois d'avril dernier. Et il a fait les opening remarks, j'ai fait les closing remarks. Qu'est-ce qu'il dit du Congo? Suivez, ces éléments sont sur le net. Comment nous pouvons avoir un pays comme le Congo qui souffre, qui soit le dernier de la classe, qui est la misère, ce pays qui regorge de tous les minéraux dont le monde entier a besoin? Comment? Mais il dit, la responsabilité incombe à qui? À nous-mêmes. Il parle de nous Africains, mais nous, à nous, d'abord Congolais. À nous, Congolais. Chers amis, s'il vous plaît, ici, ce n'est pas question de il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Non. Il y a beaucoup de gens qui me reprochent ça. Mais quelqu'un qui a une identité ne cache pas son identité. Moi, je ne cache pas mon identité chrétienne. Je suis un chrétien convaincu et qui craint Dieu. Et je vous le dis, qui craint Dieu. Donc, il y a des sentiments que je ne connais pas. Depuis que je suis enfant, des sentiments de haine, de jalousie, d'envie, je ne connais pas. Vous pouvez être milliardaire, vous pouvez être riche comme vous voulez. Et comme je ne vole pas, je ne peux pas vous envier. Parce que si moi, je voulais être millionnaire, je le serais aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent mon background. Je le serais aujourd'hui millionnaire, même ici au Congo. J'ai travaillé à Mobilo ici, où je pouvais être millionnaire si je voulais, avec le pétrole. Je n'ai pas pris un seul franc de la caisse de la société. J'étais directeur de mobile dans des pays que vous ne pouvez pas imaginer. J'étais au Nigeria. Vous savez ce que c'est être un directeur au Nigeria? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une compagnie pétrolière, je peux se faire avec des millions. J'étais directeur en Éthiopie, pays enclavé, au Mali, pays enclavé. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, tout ça, vous pouvez tout dire pour moi. Et je considère pour beaucoup de Congolais que notre responsabilité est là. Est-ce que nous allons accepter qu'on balkanise notre pays? Je vous ai dit que le projet est à 70%. Il y a une autre vidéo où je parle au directeur, appelons-les directeurs de la MONUSCO à Beni. J'étais avec des jeunes gens, des élèves.
qui lui ont posé des questions. Vous voyez que le projet est là. Comment comprendre que, quelque part, on vous dit que non, on a tué des gens, les gens se sont déplacés, et puis après, d'autres personnes sont venues parce qu'ils veulent cultiver les cacao et tout ça, et ceux-là sont restés, et personne ne leur cause problème. Comment? J'ai été à Béni. J'ai vu mes frères et sœurs de Béni. J'ai discuté avec les prêtres, avec les pasteurs, avec les communautés. Quand je vous dis que l'extermination de ces peuples Nandeyira, les génocides, il est vrai. Comment vous qualifiez les génocides? En Yougoslavie, on a parlé de quoi? Pourquoi en Yougoslavie, on a parlé de ça? Et nous ne voulons pas parler de ça ici, chez nous. On va éliminer un peuple. Je termine par ceci. Quand j'étais dernièrement, au mois de mai dernier, à Kisangani, j'étais très étonné de voir Kisangani, des stations-service, de belles constructions et de tout. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais avec Mme Bazaïba. On nous a dit que non, ce sont les Nandés qui fuient Béni, Butembo et qui sont ici. Allez vérifier. Et dans ma question en 2014 à l'Assemblée nationale, j'avais posé cette question. Où sont les hommes et les femmes d'affaires Nandés de Béni? J'ai cité des noms. Pourquoi l'ANR le pousse à s'expatrier, à quitter la contrée? Pourquoi? Kisangani, ça veut dire que ces hommes d'affaires et tout ça ont fui Béni pour aller investir. Donc on est en train de pousser les gens ailleurs, faire quitter ce territoire. Pitié. Et c'est la réalité. Quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas ça, alors ça, je ne comprendrai pas. Donc je m'arrête là pour cette introduction. C'est le sujet tellement passionnant et qu'on peut rester ici des heures et des heures, en parler avec des exemples à l'appui pour que vous puissiez comprendre que ce projet-là. Et la littérature est aussi, elle est abondante. Il y a des amis, des gens, des Congolais, des non-Congolais qui ont écrit. Il y a Charles Onana qui continue à écrire. Et son dernier livre, ici, que je vous recommande, parce que, comme quelqu'un avait dit, que si vous voulez cacher quelque chose à certaines personnes, il faut, comment dire, le mettre par écrit. Charles Onana a écrit ici, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, ou en sous-titre, quand les archives parlent. Et il y a, comment dire, un chapitre très intéressant de ces livres que j'ai lu avec beaucoup de délectation. C'est le chapitre 3, la part d'ombre d'une campagne d'accusation. Et là, il parle de la dissimulation d'une conquête du pouvoir par les armes et l'invasion masquée du Zaïre et les coups d'État contre Mobutu et puis l'aide secrète des grandes puissances à Paul Kagame. Chers amis, il y a un complot contre ces pays. Il y a un complot. Et si on continue à nous distraire pour parler des sujets périphériques, on nous envoie à Couillonville et ils sont en train de travailler. Je termine par vous poser la question. Posez-vous la question. Pourquoi M. Robert Roy, ça fait des années et des années, il est toujours ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle? Je prends encore à témoin Lissanga ici. Quand nous étions au dialogue de la Cinco, ils sont venus, son groupe voulait prendre ces ministères. J'ai dit non. Avec Moubake, on s'est interposé pour dire non, comme nous nous sommes interposés aussi pour les groupes
des Bahati, qui voulaient prendre le ministère de l'économie. On a dit non, vous ne prenez pas ça. Pourquoi toujours vous? Pourquoi? C'est toujours Robert Roy. Mais le problème, c'est que, je vous dis, je cite les noms, parce que je ne veux pas de langue de bois. Je cite les noms pour que vous puissiez, vous, après, approfondir. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci, Président, pour ces mots introductifs. Je prends directement. Notre génération qui est au petit amour, donc le mot existait déjà. Est-ce qu'on peut croire dans ma propos en tant que garant de la nation? Très bien. C'est pour cela qu'il savait. Et c'est comme ça que pour que et les animateurs légitimes et d'ailleurs pour les premières lignes, depuis son accession et de leur animateur. Patrice Lumumba a parlé de la même balkanisation. Lumumba a senti ça. Lumumba